Au début du XVIIe siècle, dans une Angleterre où les campagnes vivaient encore au rythme des saisons et où la pauvreté marquait de nombreuses familles, naquit un enfant destiné à entrer malgré lui dans l'histoire. Son nom était Geoffrey Hudson. Il vit le jour dans le comté de Rutland, au sein d'un foyer modeste. Son père, honnête travailleur, gagnait sa vie auprès du puissant duc de Buckingham, non pas comme officier ou conseiller, mais comme homme chargé d'entraîner des taureaux pour les combats. Cette tâche, rude et dangereuse, rapportait peu. La famille survivait difficilement, mais gardait une certaine dignité. Rien ne laissait imaginer qu'un jour, l'un de leurs enfants deviendrait l'une des figures les plus singulières de la cour d'Angleterre. Les premières années de Geoffrey semblèrent ordinaires, jusqu'au moment où ses parents remarquèrent quelque chose d'étrange. Alors que ses frères et sœurs grandissaient normalement, lui cessa très tôt de prendre de la taille. Sa croissance se figea, et il resta un petit garçon minuscule, mesurant à peine plus de 45 cm. Ses traits, en revanche, restaient parfaitement proportionnés. Il n'était pas difforme, mais simplement réduit à l'échelle d'un enfant. Cette particularité intrigua, choqua et attira bientôt l'attention de tout l'entourage. Dans l'Angleterre du temps, la médecine était incapable d'expliquer un tel phénomène. Les spéculations allèrent donc bon train. On colporta des récits absurdes. Certains affirmaient que sa mère, durant sa grossesse, aurait avalé un cornichon et que ce geste aurait suffi à arrêter la croissance du fœtus. D'autres, plus superstitieux, voyaient dans cet enfant une manifestation de la volonté divine, une leçon envoyée aux hommes. Aujourd'hui, on dirait sans doute qu'il souffrait d'un trouble de l'hypophyse, empêchant le corps de produire les hormones nécessaires à sa croissance. Mais au XVIIe siècle, l'ignorance nourrissait les légendes, et Geoffrey devint très vite un sujet de curiosité. Ce qui le rendait encore plus fascinant, c'est qu'il n'était pas seul. D'autres personnes de petite taille existaient en Angleterre. Pourtant, sa silhouette parfaitement équilibrée, sans difformité apparente, en faisait une rareté exceptionnelle. Ce caractère unique attira le regard du duc et de la duchesse de Buckingham. Vers l'âge de 7 ans, ses parents, peut-être accablés par la pauvreté, acceptèrent de le confier à leur maître. Il fut remis comme on offre un objet précieux, une merveille de la nature. Était-ce un sacrifice douloureux pour ses parents, ou bien croyaient-ils lui offrir une vie meilleure? L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il qu'à partir de ce moment, le destin de Geoffrey bascula. Chez les Buckingham, il découvrit un monde qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les salons remplis de tentures, les banquets somptueux, la richesse étalée dans chaque détail. Mais il y entra non pas comme un invité, encore moins comme un égal, mais comme une curiosité. Les nobles du temps aimaient collectionner des êtres extraordinaires, de la même manière qu'ils collectionnaient des bijoux rares ou des porcelaines venues d'Orient. Geoffrey devint l'une de ces pièces vivantes. Pourtant, ce rôle lui offrit un confort matériel et une visibilité qu'il n'aurait jamais connue dans son village natal. C'est là qu'eut lieu l'épisode qui décida de toute son existence. Le duc et la duchesse organisèrent un banquet en l'honneur du roi Charles Ier et de la jeune reine Henriette Marie, récemment arrivée de France. Ils voulaient surprendre leurs hôtes et préparèrent une immense tourte, un plat aussi impressionnant qu'inhabituel. Mais l'intérieur recelait une surprise. Geoffrey y avait été dissimulé, revêtu d'une minuscule armure et tenant un drapeau. Lorsque la tourte fut présentée, elle sembla bouger. À la stupéfaction générale, le petit garçon en sortit, marchant fièrement sur la table. La scène fit éclater de rire et d'admiration les convives. La reine, ravie par ce spectacle, demanda qu'on lui offre l'enfant. Geoffrey entra ainsi à la cour royale, quittant pour toujours le foyer qu'il avait vu naître. Devenu le nain de la reine,
Il rejoignit une collection insolite. La souveraine aimait en effet s'entourer de créatures singulières, parmi lesquelles d'autres personnes de petite taille, un singe exotique et même un serviteur gallois gigantesque nommé William Evans. Ce dernier mesurait plus de 2 mètres, et la différence entre les 2 hommes créa une amitié inattendue. On raconte qu'Evans portait parfois Jeffrey dans sa poche et qu'ils faisaient ensemble un numéro comique. Evans sortait du pain de sa poche, puis Jeffrey, comme une tranche de jambon, et la cour riait de cette fantaisie. Cette vie, malgré son caractère humiliant, offrait à Jeffrey des avantages qu'il n'aurait jamais connus ailleurs. La reine, qui s'attacha sincèrement à lui fit confectionner des habits dans les mêmes tissus que ceux de ses propres enfants. Il reçut une éducation digne des jeunes nobles, apprit les bonnes manières, la musique et la chasse. On lui fabriqua une selle spéciale, recouverte de velours et de soie, qui lui permettait de monter à cheval aux côtés de la reine et de ses dames. De fils de villageois pauvres, il devint un courtisan raffiné, apprécié pour son esprit et son charme. C'est à ce moment du récit que je souhaite m'adresser à vous, qui écoutez cette histoire. Si ces récits du passé vous passionnent, et si vous souhaitez continuer à découvrir avec nous des destins aussi extraordinaires que celui de Jeffrey Hudson, je vous invite chaleureusement à soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne Historien Silencieux, laissez un commentaire et un « j'aime ». Votre geste nous permet de poursuivre cette mission. Donner vie à ces existences oubliées et les partager avec vous dans toute leur intensité. Les années suivantes consolidèrent la place de Jeffrey dans l'entourage royal. Il n'était plus seulement une curiosité. Il devint aussi un symbole d'esprit et de loyauté. On l'intégra à des spectacles où son humour faisait merveille, et son amitié avec Evans renforça encore son rôle à la cour. Mais Jeffrey aspirait à plus qu'à divertir. Derrière ses sourires et ses répliques malicieuses, il voulait être reconnu comme un homme à part entière. Son premier voyage officiel renforça cette ambition. Vers l'âge de 10 ans, il accompagna une délégation en France, chargée de trouver une sage-femme pour la reine enceinte. Le voyage fut interrompu par des pirates qui pillèrent le navire. Par chance, les passagers furent épargnés. Mais cette expérience donna à Jeffrey un premier aperçu de la violence du monde. Plus tard, il participa à d'autres expéditions et se montra toujours prêt à défendre l'honneur de la reine. Lorsque la guerre civile éclata en 1642, il suivit la souveraine en exil. C'est dans ce contexte périlleux qu'il se révéla pleinement. On raconte que, réveillé par le bruit des canons ennemis, il se leva d'un bond, saisit des armes et se plaça auprès de sa reine, prêt à combattre malgré sa taille. Ce courage impressionna profondément Henriette Marie, qui lui décerna le titre de capitaine de cavalerie. Ce titre, il le conserva fièrement toute sa vie, preuve qu'il avait été reconnu non seulement comme une curiosité amusante, mais comme un homme capable de bravoure et de fidélité. Ainsi, celui qui avait émergé un jour d'une tourte au milieu des rires devint, par son courage, le capitaine Jeffrey Hudson. Cette élévation marqua l'apogée de sa vie à la cour. Mais derrière cette gloire fragile se profilaient déjà des épreuves bien plus sombres, qui allaient transformer l'amuseur royal en un homme brisé par les aléas d'un destin impitoyable. Après les années fastueuses passées auprès de la reine Henriette Marie, la destinée de Jeffrey Hudson prit une tournure plus sombre et tragique. Le petit homme, devenu capitaine de cavalerie par la volonté de sa souveraine, voulait désormais être reconnu non seulement comme une curiosité, mais comme un homme d'honneur. Cette soif de respect allait pourtant précipiter sa chute. Tout commença par une querelle dont les détails exacts se sont perdus. Nous sommes en 1644. Hudson, encore jeune adulte, se disputa violemment avec Charles Croft, frère d'un baron anglais.
Les chroniques ne disent pas ce qui fut prononcé. Peut-être une insulte sur sa taille, peut-être une provocation destinée à le ridiculiser. Quoi qu'il en soit, Jeffrey ne supporta pas l'affront. Fier de son titre de capitaine, il décida de défendre son honneur comme l'auraient fait les gentilshommes de son temps, en provoquant son adversaire en duel. Le problème est que ce duel n'eut pas lieu en Angleterre, où la pratique, bien que dangereuse, restait tolérée. Il se déroula en France, où les duels avaient été interdits depuis des siècles. Charles Croft, convaincu qu'il ne risquait rien, se présenta avec une arme ridicule, comme pour tourner l'affaire en dérision. Jeffrey, lui, prit les choses au sérieux. Il tira un véritable coup de feu et Croft tomba raide mort. Ce drame bouleversa immédiatement la vie de Hudson. Il fut arrêté et condamné à mort par les autorités françaises. Le meurtre d'un noble ne pouvait rester impuni, surtout lorsqu'il s'agissait d'un affrontement interdit par la loi. Tout semblait perdu. Pourtant, une fois encore, la reine intervint. Henriette Marie, profondément attachée à son protégé, plaida sa cause avec passion. Grâce à son influence et à son origine française, elle obtint la commutation de la peine. La vie de Jeffrey fut épargnée, mais au prix de tout le reste. Il perdit sa place à la cour et fut renvoyé dans l'ombre. Ainsi se termina la période la plus brillante de son existence. Expulsé, humilié, il embarqua sur un navire pour rentrer en Angleterre. Mais le destin, déjà cruel, se montra encore plus impitoyable. Son bateau fut attaqué en mer par des pirates ottomans. Contrairement aux corsaires, qui se contentaient parfois de dépouiller leurs victimes, ceux-ci les réduisirent en esclavage et les emmenèrent en Afrique du Nord. Pour Hudson, ce fut le début d'un long cauchemar. Pendant 25 années, il demeura captif. 25 années, c'est plus du double du temps qu'il avait passé dans les palais royaux. De ses souvenirs, on sait qu'il fut contraint à des travaux forcés, qu'il subit les privations, les humiliations et les violences propres à l'esclavage. Lui, qui avait été servi par des domestiques, devint à son tour un esclave au service d'autrui. Cette inversion brutale de conditions illustre à quel point sa vie fut marquée par des contrastes extrêmes. Il affirma plus tard qu'il avait grandi durant cette période, atteignant presque le double de sa taille initiale. Était-ce une réalité médicale, un développement tardif rendu possible par un changement hormonal? Était-ce une exagération destinée à donner du sens à son récit? L'histoire ne tranche pas. Ce qui est sûr, c'est que cette affirmation ajouta une dimension mystérieuse à sa légende. Survivre un quart de siècle dans un tel contexte était déjà en soi un exploit. Beaucoup de captifs européens mouraient sans jamais revoir leur patrie. Jeffrey, lui, tint bon. Dans les années 1660, une expédition anglaise parvint à libérer plusieurs prisonniers et à les rapatrier. Parmi eux se trouvait Hudson. Il revint enfin en Angleterre, vieilli, marqué par l'épreuve, mais vivant. Pourtant, le pays qu'il retrouva n'avait plus rien à voir avec celui qu'il avait quitté. Le roi Charles Ier avait été décapité en 1649. La monarchie avait été abolie puis rétablie. Désormais, Charles II régnait. Quant à la reine Henriette Marie, protectrice de Jeffrey, elle était morte. Ses anciens alliés avaient disparu, et personne ne se souvenait vraiment du « nain de la reine » qui avait autrefois fait rire la cour. Malgré tout, Jeffrey tenta de reprendre une place dans la société. Il se lia à l'historien James Wright, qui recueillit ses récits. C'est grâce à ce témoignage que nous connaissons aujourd'hui une partie de son incroyable parcours. Mais écrire ne suffisait pas à vivre. Hudson avait besoin de moyens concrets. Dans les années 1670, il décida de se rendre à Londres pour réclamer une pension en récompense de ses années de service. Ses arguments étaient solides. Il avait accompagné la reine, il avait porté le titre de capitaine,
Il avait représenté la monarchie à l'étranger, et il avait payé le prix fort de sa loyauté. Malheureusement, la capitale traversait alors une période troublée. Le complot papiste, une rumeur infondée qui accusait les catholiques de vouloir assassiner le roi, agitait tout le royaume. Les autorités, gagnées par la peur, multiplièrent les arrestations. Or, Geoffrey était resté fidèle à la foi romaine. Ce simple fait suffit à le faire arrêter et jeter en prison. Ainsi, lui qui avait déjà perdu 25 ans en captivité, se retrouva enfermé à nouveau, cette fois dans son propre pays. Pendant 4 années, il croupit derrière les barreaux, vieillard fragile marqué par la misère. Lorsqu'il fut enfin libéré, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses forces l'avaient quitté, et il ne lui restait plus que quelques années à vivre. La dernière trace officielle de son existence date de 1681, lorsqu'un registre mentionne qu'il reçut une petite somme d'argent de Charles II. Était-ce la pension qu'il espérait depuis si longtemps? Était-ce un simple geste de charité? Personne ne le sait. Ce fut son dernier éclat dans les archives. Peu après, son nom disparut pour toujours. On ignore le lieu exact de sa mort, la date précise et même l'endroit où il fut enterré. Cette fin obscure contraste brutalement avec la vie qu'il avait menée. Devenu la curiosité d'une reine, puis capitaine d'honneur, il avait connu la gloire et les privilèges. Mais il avait aussi subi l'esclavage, l'humiliation et la prison. Peu d'hommes ont connu de tels extrêmes. Sa destinée est un rappel de la fragilité des faveurs royales et de l'implacabilité du destin. Et pourtant, Geoffrey Hudson ne fut pas totalement oublié. Son souvenir survécut grâce à l'art et à la mémoire populaire. Des peintres le représentèrent aux côtés de la reine, parfois accompagné du singe et du géant William Evans. Des poètes évoquèrent son nom, souvent sur un ton moqueur, mais ils contribuèrent à maintenir son image vivante. Dans plusieurs auberges anglaises, on trouva même des enseignes évoquant le nain et le géant, rappel de son amitié improbable avec Evans. Au début du XXIe siècle, un vêtement qu'il avait porté à la cour fut mis aux enchères. Il fut acheté pour une somme considérable, preuve que son histoire continue de fasciner. Ainsi, même si sa tombe est inconnue, son image et sa légende n'ont jamais totalement disparu. La vie de Geoffrey Hudson, lorsqu'on l'examine dans son ensemble, apparaît comme une suite de contrastes vertigineux. Fils d'un simple dresseur de taureaux dans le comté de Rutland, il connut le faste des palais royaux, fut anobli d'un titre militaire, puis sombra dans l'esclavage et la misère. Peu de destins illustrent aussi bien la fragilité des faveurs humaines et l'imprévisibilité de l'existence. Sa trajectoire ressemble à une pièce de théâtre où les scènes d'éclat alternent brutalement avec les moments les plus sombres. À la cour, on se souvenait de lui comme d'un enfant minuscule surgissant d'une tourte lors d'un banquet somptueux, vêtu d'une petite armure et brandissant d'un drapeau. On riait de ses numéros avec le géant gallois William Evans, lorsque l'un sortait du pain de sa poche et l'autre en émergeait comme une tranche de jambon. Ces scènes, à la fois drôles et humiliantes, marquèrent la mémoire collective. Mais derrière la façade de l'amuseur se cachait un être humain avide de reconnaissance. C'est ce qu'il démontra lorsqu'il prit les armes pour défendre sa reine pendant la guerre civile, se levant au bruit des canons pour brandir son épée, malgré sa taille. Ce courage valut à Geoffrey le titre de capitaine de cavalerie, distinction qu'il conserva avec fierté toute sa vie. Ce titre, pourtant, ne put le protéger des malheurs. Le duel avec Charles Croft, frère d'un baron, changea tout. Croft pensait sans doute se moquer de lui en venant avec une arme dérisoire. Hudson, lui, prit l'affront très au sérieux. Le coup de feu qu'il tira tua son adversaire et mit fin à ses privilèges. Condamné à mort en France, où les duels étaient interdits,
il dut sa survie uniquement à l'intervention passionnée de la reine Henriette Marie. Elle le sauva de l'échafaud, mais ne put l'empêcher d'être renvoyé dans l'ombre. Ainsi s'acheva brutalement la période la plus glorieuse de sa vie. Puis vint l'épisode le plus tragique, la capture par les pirates ottomans et le long esclavage en Afrique du Nord. Pendant 25 années, il connut la condition de captif, soumis à des travaux épuisants et à des humiliations constantes. Lui qui avait porté des habits de soie, dut sans doute travailler sous un soleil accablant, sans espoir immédiat de liberté. De cette période, il raconta plus tard qu'il avait grandi, atteignant presque le double de sa taille initiale. Était-ce physiologiquement exact ou une métaphore de sa transformation intérieure? L'incertitude demeure. Mais cette affirmation renforça encore la dimension légendaire de son parcours. Lorsqu'il fut enfin libéré, grâce aux expéditions anglaises qui récupéraient les captifs, il revint dans un royaume totalement changé. Charles Ier avait été exécuté, la monarchie abolie, puis restaurée avec Charles II. La reine Henriette Marie, protectrice et bienfaitrice de Geoffrey, était morte. Sans elle, il n'avait plus de soutien. Sa gloire passée n'était plus qu'un souvenir, et les nouvelles générations de courtisans l'avaient déjà oublié. Malgré tout, il chercha à faire valoir ses droits. En se rendant à Londres, il espérait obtenir une pension, une reconnaissance pour ses années de service et pour les sacrifices endurés. Mais il arriva au pire moment. L'Angleterre était alors agitée par la peur d'un complot papiste, une rumeur selon laquelle les catholiques voulaient assassiner le roi. Cette panique entraîna des arrestations massives et arbitraires. Hudson, resté fidèle à sa foi romaine, fut lui aussi arrêté. Ainsi, après avoir survécu à un quart de siècle d'esclavage, il passa encore 4 années en prison dans son propre pays. Lorsqu'il fut libéré, il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Vieillard fragile, brisé par les épreuves, il ne lui restait plus guère de force. La dernière mention officielle de son existence date de 1681, lorsqu'un registre indique qu'il reçut une somme d'argent de Charles II. Était-ce la pension qu'il avait tant espérée, ou un simple geste de charité? Personne ne le sait. Peu après, Geoffrey disparut de l'histoire écrite. Ni sa date de mort, ni le lieu où il fut enterré ne sont connus. Ce silence des archives est en lui-même révélateur. Tant d'hommes et de femmes, même lorsqu'ils ont touché de près les grands de ce monde, finissent par disparaître dans l'anonymat. Pourtant, la mémoire populaire conserva de Geoffrey Hudson des fragments. Des peintres de cour le représentèrent aux côtés de la reine. Des poètes se moquèrent de lui dans des vers qui circulèrent longtemps. Des auberges anglaises adoptèrent des noms évoquant le nain et le géant. Rappel de son amitié improbable avec William Evans. Même dans les temps modernes, son souvenir ressurgit. Au début du XXIe siècle, une de ses culottes de soie fut mise aux enchères et acquise pour une somme considérable. Ce qui rend son histoire encore captivante aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'étrangeté de sa petite taille, c'est l'ensemble des contrastes de son existence. Peu de vies humaines combinent à ce point l'ascension et la chute, la gloire et l'humiliation, la liberté et la captivité. Geoffrey Hudson incarne la manière dont les sociétés du passé traitaient la différence. Tantôt célébrée comme une rareté précieuse, tantôt méprisée et exploitée sans pitié. Mais il incarne aussi une leçon plus universelle. Derrière les moqueries, derrière l'image du nain de la reine, se trouvait un homme qui aspirait à la dignité. Son courage pendant la guerre civile, son insistance à se faire appeler capitaine, son désir de reconnaissance montrent qu'il ne se voyait pas comme un simple objet de curiosité. Il voulait exister comme un être humain respecté. Cette quête, bien que souvent contrariée, donne à son histoire une dimension profondément humaine. Aujourd'hui encore,
En racontant sa vie, on ne peut s'empêcher de ressentir une double émotion. D'un côté, de la tristesse face aux humiliations qu'il subit, face aux années d'esclavage et à la pauvreté de sa faim. De l'autre, de l'admiration devant sa résistance, sa survie et son courage. Car malgré tout, Jeffrey Hudson ne fut jamais totalement brisé. Il survécut à l'exil, à la captivité, à la prison. Il continua à espérer jusqu'au bout une reconnaissance, aussi modeste soit-elle. Ainsi s'achève le récit de celui que l'on surnomma le nain de la reine. Son nom, aujourd'hui encore, circule dans les livres d'histoire, dans les toiles anciennes, dans les anecdotes transmises au fil des siècles. Il ne connut ni la gloire durable, ni la richesse éternelle, mais il laissa une empreinte unique. Sa vie nous rappelle que les êtres que l'on réduit à des curiosités possèdent des rêves, du courage et une dignité qui transcendent les rires de leur époque. Jeffrey Hudson fut, à sa manière, un survivant. Et c'est cette qualité qui fait de lui l'un des personnages les plus fascinants du XVIIe siècle.